de partout dans le monde. Et nous sommes très heureux puisque c'est une marque de considération. Au-delà de ça, nous saluons également tous nos compatriotes qui nous suivent au travers votre chaîne. Nous allons avoir le temps d'échanger, en tout cas dans un cadre respectueux. Et nous pensons que nos réflexions vont aboutir à des conclusions qui permettront à ce que le pays puisse avancer. Je salue, pour terminer, Monsieur Eric. C'est un brillant journaliste que j'ai suivi, j'ai eu l'occasion de suivre à plusieurs fois. Merci, cher frère. J'avoue que c'est quelqu'un de cérébral. Merci. Merci pour ces jolis compliments. Merci beaucoup. Merci. Nous sommes en direct de Perfect Télévision. Nous sommes à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Mais vous nous suivez en direct également au Congo, Brazzaville, au Congo d'en face. Cette émission est également suivie sur l'ensemble du territoire national, sur Nyota Télévision, qui est également sur Canal Plus. En tout cas, c'est votre débat. Vous pouvez réagir par SMS au numéro qui est juste au bas de l'écran. N'appelez surtout pas, écrivez par WhatsApp ou par message normal. Si c'est nécessaire, nous allons lire votre message en direct. Alors, avant d'aborder le fond des sujets évoqués ici, Eric Iziami, est-ce qu'aujourd'hui, nous pouvons dire qu'en République démocratique du Congo, l'état des droits est respecté? Ça, c'est une question à part, avec autant de procès que nous avons, de Salomon Idi Kalonda, nous avons le procès Matata Pogno aujourd'hui à la Cour constitutionnelle. Là-bas, d'ailleurs, on nous parle des revirements jurisprudentiels. Ça, ce sont des concepts purement juridiques. Un petit commentaire. L'état des droits, je crois que c'est l'objectif poursuivi par nous tous. Ça ne s'obtient pas comme ça, d'un coup de bâton magique, non. Je crois que même les États-Unis, même la France, même les autres pays que nous envions au loin, ils n'ont pas non plus aussi atteint tous les summums. Je prends un cas, nous sommes aux États-Unis. Lorsque ce policier arrêta George Floyd, et que celui-ci lui dit, s'il vous plaît, monsieur l'agent, je ne sais plus bien respirer, oui. Voulez-vous me relâcher? Non, je ne pense pas qu'en ce moment-là, les États-Unis se comportent comme un pays où il y a vraiment l'état des droits. Ça se comporte vraiment comme un pays du tiers-monde. Parce que lui, le policier, il est le représentant de l'État. Le visage même proche de l'État vis-à-vis de la population. Et George Floyd, hélas, s'en est allé comme ça parce que justement, il y a eu un policier véreux qui n'aime pas le noir de la peau et qui lui a fait des problèmes. Alors, il faut sur nous autres. C'est une quête. Nous y allons petit à petit avec l'apport des uns et des autres. Mais seulement s'il faut vraiment être sérieux, nous n'y sommes pas encore. Nous sommes très loin du compte. C'est juste un objectif, nous devons y travailler pour que tous puissions mettre la main à la pâte pour respecter cet objectif-là. C'est quoi? L'état des droits, c'est cet état dans lequel on respecte la loi. Oui. Respecter la loi et puis faire appliquer la loi, que vous soyez homme ou femme, que vous soyez jeune ou vieux, que vous soyez riche ou pauvre. La vie, elle est duel, hein? Il y a les jours, il y a la nuit, il y a les riches et les pauvres, il y a les fainéants qui travaillent, etc. Mais chez nous, nous sommes encore loin du compte, un fort à faire. Mais pas encore les cas que j'ai évoqués, dans les cas que j'ai évoqués, les deux cas là, apparemment vous ne voulez pas vraiment commenter les deux cas. Prudent parce que vous savez, dans la justice, lorsque s'ouvre un dossier, un procès, encore faut-il donner tout le temps qu'il faut pour que nous puissions aller jusqu'au niveau de la sentence finale. Parce qu'il y a ce qu'on appelle l'autorité de la chose jugée, oui. Alors que nous autres pourrions prendre le relais. Et aussi, malheureusement chez nous, il y a des gens qui ont réellement commis de bavures, mais après, ils sont relâchés. Je suis peiné que de parler de ce que vous avez évoqué ici, de Fortuna Bissilele. Je suis peiné, je voudrais que l'on parle État. Je pense que l'État, c'est plus grand que nous tous, c'est ce qui va demeurer, même si nous ne sommes pas là, que de parler des sujets qui, à mon avis, excusez-moi, je suis en train de rechercher même des mots, des sujets qui paraissent pour être vraiment faibles vis-à-vis de ce que représente l'État pour nous tous. Je préfère qu'on parle l'État. Merci beaucoup. Alors, Joseph, vous, je sais que vous êtes politique, vous êtes acteur politique. Eric, c'est un journaliste, il a essayé de parler avec beaucoup de prudence pour ne pas se focaliser sur un cas, mais vous, je vais aller tout droit au but.
Nous avons aujourd'hui les dossiers Matata Pogno à la Cour constitutionnelle. Matata Pogno, c'est le président du LGD, de votre parti politique. Ça vous fait quoi de constater ce que beaucoup appellent de l'acharnement politique contre votre président? Ce n'est pas que beaucoup appellent acharnement, mais pourtant, c'est l'acharnement en couleur d'ailleurs, chère Merveille. Le peuple aujourd'hui a compris que la présence de M. Matata dans le processus électoral en cours dérange la quiétude de ceux qui pensaient avoir le boulevard vide pour aller aux élections et se faire élire sans avoir des adversaires de taille. Ça, c'est d'abord un élément numéro un. Pourquoi nous devons comprendre que le dossier de M. Matata est un dossier purement politique? Parce que nous sommes régis par les lois, dont notamment la Constitution. Et tout ce que nous posons comme acte doit rimer avec ce que les législateurs avaient prévu dans la Constitution. C'est cela le respect des textes. Il est prévu dans la Constitution que les décisions de la Cour sont irrévocables, immédiatement exécutoires. Oui. Et cela s'impose à toutes les juridictions, administratives, civiles, militaires. Et encore faut-il préciser, la Cour constitutionnelle, en rendant un arrêt, les fait avec le nom du président, sur le nom du président de la République. Et cet arrêt, normalement, doit être inscrit dans le journal officiel. C'est-à-dire que quand la Cour constitutionnelle rend un arrêt, même lui-même, la Cour qui a rendu l'arrêt, ne peut plus se donner le luxe de revenir sur cet arrêt. Mais ce qui se passe actuellement est très loin de la réalité constitutionnelle auquel nous respectons, nous devons respecter les textes. Puisque vous allez vous souvenir que c'était en 2021, le 15 novembre 2021, la Cour constitutionnelle, siégeant en matière répressive, oui, au dernier ressort, avait rendu un arrêt se déclarant incompétent de juger un ancien Premier ministre. Chère Merveille, ceci se fonde sur la qualité que la loi donne à la Cour constitutionnelle en jugeant ou bien devant l'affaire qui concerne le président de la République et le Premier ministre. Puisque, d'après la loi, la Constitution, la Cour constitutionnelle a pour responsabilité pénale de juger un président et un Premier ministre. Pas un ancien président et un ancien Premier ministre. C'est comme cela que vous allez voir que Matata Pogno est un ancien Premier ministre. Puisque dans la Constitution même, il est prévu que si jamais, respectant la procédure d'accusation, le chef de l'État tombait ou bien le Premier ministre est tombé, la sanction lui réservée, c'est la déchéance. Bon, quelqu'un qui n'est plus Premier ministre, quelqu'un qui n'est plus président, qu'est-ce qu'a prévu la loi en termes de sanctions? Si jamais par magie, on arrivait à le mettre devant la justice et à l'inculper. Voilà, donc il faut comprendre que là, il s'agit d'un soubassement fort auquel la Cour constitutionnelle à l'époque avait utilisé pour rendre cet arrêt. Et c'était d'ailleurs en présence du présent président de la Cour constitutionnelle, Dieudonné Kamuleta. À l'époque où la Cour constitutionnelle a rendu l'arrêt, M. Dieudonné Kamuleta, qui est aujourd'hui président de la Cour constitutionnelle, était là et avait signé. Allez voir la décision, vous allez vous rendre compte. Donc, imaginons que ce dossier puisse encore une fois revenir. Mais ce serait sur base de quel principe de droit? Ils vous disent qu'il y a certains éléments qui se sont ajoutés dans les dossiers et qu'aujourd'hui, en droit, on parle des revirements jurisprudentiels. Et puis, le professeur Lozolo Bambi vous ajoute encore le principe de cristallisation des faits qui n'a pas été pris en compte pendant les traitements de ces dossiers avant l'actuel... Que quelqu'un soit professeur, que vous soyez journaliste, que vous soyez président de la Cour constitutionnelle, que vous soyez président, tous, personne n'est au-dessus de la loi. Et donc,
quand la Cour constitutionnelle rend son arrêt, peu importe les critiques que nous pouvons apporter à la décision, mais déjà que la décision est rendue, ça ne fait plus débat. On s'arrête là. Mais ce qui se passe, c'est que les gens aujourd'hui, politiques bien sûr, essaient d'utiliser des canaux scientifiques comme des professeurs pour essayer de chercher à torpiller la Constitution et les textes. C'est ça la vérité. C'est comme cela que moi j'irai tout droitement au but pour dire que la Constitution n'est pas respectée. Les textes et lois ne sont pas respectés. Pour l'exemple clair, voyez comment est-ce que les opposants aujourd'hui sont restreints à, n'est-ce pas, se rétracter du processus électoral afin de laisser les boulevards vides. Vous allez comprendre comment est-ce qu'on a arrêté Franck Diongo, comment est-ce qu'on l'a relâché, comment est-ce qu'on a arrêté Salomon Escadela. D'ailleurs, ce cas-là, j'aimerais... Comment est-ce qu'on revient sur une décision déjà rendue par la Cour constitutionnelle alors qu'elle ne doit faire objet d'aucun débat? Et donc, il faut comprendre qu'aujourd'hui, et même le président l'a dit lui-même, que la justice n'a vraiment pas été à la hauteur de ce que lui imaginait pendant son mandat. Et donc, il a avoué l'échec de la justice. Avant de terminer ce chapitre, vous avez parlé du cas Salomon Escadela. Savez-vous que Salomon Escadela aujourd'hui est malade? Il est très malade. Ça, je l'ai dit d'ailleurs. Je lance ce message. Je profite de mon micro pour lancer ce message. Monsieur le Président de la République, je sais que vous êtes les garants du bon fonctionnement des institutions, le magistrat suprême. Nous avons un cas en République démocratique du Congo, celui de Salomon Escadela. Ça va coûter quoi à la République? Ça va coûter quoi à la justice d'accorder, en tout cas, le droit de se faire soigner à Salomon Kalonda? S'il mourait de là où il est, pensez-vous vraiment que cela sera bien perçu auprès de l'opinion tant nationale qu'internationale? Nous avons déjà des problèmes. Nous avons eu un problème, le cas de Chéribin Okende. Franck Diongo était libéré. On a vu sa mère à la télévision, comment il a pleuré. Et aujourd'hui, Salomon Kalonda a juste besoin d'avoir l'autorisation de se faire soigner d'abord. Et surtout que devant les tribunaux, les premières charges retenues contre lui ne sont plus évoquées, notamment le port d'armes à feu, parce que Matata Pogno avait déclaré clairement que cette arme appartenait à son garde du corps. J'étais présent lors de l'ouverture du dossier. On n'a même plus parlé de cette histoire des ports d'armes à feu. Donc, je demande, je plaide, ça c'est un Congolais qui parle. Ce n'est pas d'abord un journaliste, mais un Congolais qui parle. Un petit commentaire et puis on passe. Un bref commentaire, c'est que la justice aujourd'hui se jette à arrêter aujourd'hui les compatriotes congolais sans avoir au préalable le temps d'examiner minutieusement les accusations. Je prends l'exemple de Salomon Escadela. Oui. On a dit ici tout haut que Salomon Escadela portait une arme. Je ne sais pas si on a parlé d'une arme, mais des armes parce que sa maison a été perquisitionnée à la suite. Salomon Escadela était porteur d'armes, sans pour autant savoir, parce que ce jour-là, quand on a perdu l'arme au boulevard, moi j'étais présent. Oui. Il fallait fouiller, essayer d'identifier l'arme d'abord au préalable pour savoir à qui appartenait l'arme. Mais subitement, ils se sont plongés dans la chose et ils sont passés à arrêter la personne. Mais c'est ensuite, maintenant que M. Matata, avec transparence toujours, va dénoncer que l'arme que présente les services, c'est l'arme qui a été égarée, l'arme attribuée ou donnée à son garde du corps pendant qu'il était encore Premier ministre. Vous allez voir que la justice à ce niveau-là s'est rétractée. C'est pour dire quoi? C'est pour dire fraîchement que s'il y a les accusations, s'il y a des dossiers, il est primordial de se lancer dans des enquêtes sérieuses afin d'établir les faits et ensuite passer aux arrestations.
Et donc voilà, je pense que dans un état de droit, nous devons être tous soumis au respect des règles, au respect des procédures. Mais aussi, ça doit être un état où la loi, les lois en général, la constitution singulièrement, a la prépondérance sur les ambitions des mesures. Merci beaucoup. En tout cas, Éric Izami, je ne peux pas passer sans vous poser cette question parce que j'étais présent au procès de Salomon Kalonda. Parmi les charges, on dit que Salomon Kalonda a livré les secrets de défense. Alors, je pose la question. Est-ce qu'un civil qui n'est pas dans l'armée, qui n'occupe aucune fonction officielle, peut livrer les secrets de défense et divulguer les secrets de défense? Ah ben justement, c'est comme ça que j'étais très réservé tout à l'heure quand tu as posé la question. Chère Merveille, chez nous, malheureusement, ça je note, hein, c'est seulement pas parmi les politiques, la diabolisation marche bien en République démocratique du Congo. Et malheur, on ne se rend pas compte comment est-ce que cette diabolisation si facile arrive à déstructurer notre société. Je prends des cas, je quitte le terrain politique parce que ça sera compliqué. On dira que non, ils en veulent à X, ils en veulent à Y. En réalité, quand vous avancez une accusation, encore faut-il que vous soyez capable de pouvoir étayer votre accusation, comme pour clouer la personne qui est visée. Mais chez nous, même dans nos familles, vous verrez un vieil homme qui n'a plus beaucoup de subsides parce qu'il a le cheveu gris. On dira de lui par un pasteur comme ça, autoproclamé, qu'il est sorcier. Et même ses propres enfants, sans vérifier la manière dont ils ont vécu avec le vieil homme, qui leur a payé l'école, qui leur a soutenu tout le long de leur parcours scolaire, etc., ils vont également lui faire des problèmes. Combien de parents n'avions-nous pas vu dans notre société être jetés à la rue parce que simplement il y a un cul-d'âme qui s'est fait passer pour un Jésus nouveau. Et puis on croit comme ça, aveuglement. Et malheureusement, ça embrasse tous les autres domaines. La diabolisation détruit notre société. Autrefois, lorsqu'il n'y avait pas de mauvaises langues partout dans tous les quartiers, nous étions un peu dans une forme de paisible, dans une vie paisible. Mais depuis que la diabolisation a gangréné notre société, malheureusement, nous retrouvons ça. Mais puisqu'il s'agit de la justice, on verra ce que ça va donner par la suite parce qu'ils seront obligés de pouvoir quand même prouver à l'opinion nationale que Salomon Escadé là détenait X secrets, Y secrets. À livrer les secrets de défense. Pour attenter à l'État ou je sais pas. En tout cas, je suis curieux de découvrir comment un civil peut livrer des secrets de défense. Justement, c'est comme ça que je dis chez nous, si jamais on dit de vous que vous êtes X, plus personne ne réfléchit. On croit directement aveuglément. Voilà. On ne fait plus cet effort-là que de pouvoir se poser des questions. Est-ce que ce que l'on dit est vrai? Est-ce que c'est vérifiable? Est-ce que c'est fiable? Etc., etc. Et malheureusement, c'est comme ça que, même pour les réseaux sociaux, notre façon de les utiliser, vous voyez, nous donnons beaucoup plus du poids à ce qui est négatif, plutôt que de parler de ce qui pourra nous donner un peu de l'ampleur positivement pour essayer d'avancer. Je crois que nous devrions quand même revoir Fortuna Bisselele a quitté. Hier accusé de tous les noms d'oiseaux, etc., etc. Mais aujourd'hui, lavé de tout soupçon. Et puis, vous voyez à peu près. Non, mais donc, comment vous analysez ça? Justement, moi, maintenant, ça c'est une plaidoirie que je veux faire. Nos amis qui vont faire le droit, n'interprétez pas les choses selon ce que ceci vous arrange ou ça vous dérange. J'ai l'impression que, même lorsque nous parlons de la Cour constitutionnelle, vous savez que si nous sommes sérieux, la Cour constitutionnelle devrait être cette maison où la justice trouve son asile. Oui. C'est-à-dire, on peut être malmené à gauche et à droite, mais lorsque quelqu'un qui est au niveau de la Cour constitutionnelle... Il doit se sentir en confiance. C'est un peu comme Rome a parlé, nous, la périphérie, on se plie. Mais aujourd'hui... Je prends par exemple, je suis peiné... Je n'aime pas trop parler des gens parce que... Non, mais parlons-en, ça c'est une émission, c'est de la politique. N'arrive pas à devenir professeur qui veut. Je prends par exemple un monsieur comme Luzolo Bambi, le professeur Luzolo Bambi Lessa. C'est quand même l'un des acteurs politiques qui, quand il est passé au ministère de la Justice et garde des Sceaux, les Congolais ont repris goût à la justice. À son époque, je me rappelle, il traitait des dossiers.
il a quand même marqué positivement les gens. Mais aujourd'hui, j'ai comme l'impression qu'il se retrouve dans une position faible politiquement et qu'il veut s'agripper sur un autre dossier pour se faire un peu de poil. Non, ça ne va pas. Vous savez, j'aime cette phrase de Jean Rostand. Excusez-moi, hein, lui, il est professeur. Hein. Je martèle qu'il n'arrive pas à devenir professeur qu'il veut. Oui. Donc, il n'a pas notre niveau, il est supérieur. Les professeurs sont des savants. Jean Rostand dit ceci. La vérité est ce qui est à ce que l'on préférerait qu'il fût. La force de cette phrase se situe dans les différents temps utilisés. La vérité est ce qui est à ce que l'on préférerait qu'il fût. J'aurais peut-être voulu être riche, mais je ne le suis pas. La vérité, si vous me cherchez maintenant en antenne, je n'y suis pas. Je suis ici à Perfect. C'est ça la vérité. J'aurais voulu peut-être être en famille avec mes enfants, mes enfants en train de papoter. Mais vous êtes à Perfect. Ici, la vérité. En direct, en train de... Justement. Mais malheureusement, chez nous, la vérité, c'est quoi? La vérité, c'est ce que l'on veut. Je ne sais pas, diaboliser les autres. Les Congolais, je vous prends un autre cas. Je vais maintenant dans le domaine culturel. Allez-y. Parce que les Congolais, lambda, a accès au culturel. Oui. À une époque, Kofi Olomide est allé participer au Kora. Il nous est revenu avec 4 Koras. Nous tous ici, lorsque nous discutons, nous sommes d'accord que Kofi Olomide réfléchit bien, il écrit bien ses chansons, il les exécute bien, et puis c'est quelqu'un qui est, on l'appelle d'ailleurs aujourd'hui la légende. Mais lorsque monsieur arrive avec les 4 Koras, moi j'ai suivi des gens qui ont critiqué, ah non, il doit avoir corrompu. Mais tous s'accordent à dire que... Il écrit bien, il chante bien. Justement, face à l'évidence. Je reviens à Jean Rostand, donc... culture, science et culture, c'est ça le titre, science et culture, c'est ça le titre de son œuvre. Il dit la vérité est ce qui est à ce que l'on préférerait qu'il fût. Nous aurions voulu être un état des droits, mais nous n'y sommes pas encore. Moi, je nous invite à pouvoir travailler d'arrache-pied pour que, chemin faisant, nous puissions tous participer à offrir à nos enfants, à nos petits-enfants, un état qui serait vraiment à la hauteur de ce que les uns et les autres attendent du Grand Congo. Nous sommes une merveille. Moi, je suis de ceux qui pensent que nous sommes une merveille. Par ce métier des journalistes, j'ai pu circuler dans notre pays, en commençant par Banana, dans les Congo central, Libenge, Zongo, Sud-Ubangi, un peu à côté, Bosobolo, Nord-Ubangi. Vous allez à l'extrême nord-est, territoire de Faradje, Ouélé, chef-lieu, ici Romatari, chez Maman Anorit et Nengapeta. Vous descendez un tout petit peu, l'île Idju, qui est la plus grande île africaine après le Madagascar. Ah oui. Ça appartient au sud Kivu, chef-lieu Bukavu. Quand vous redescendez en bas, vous avez des territoires de Sakanya, dans le Haut-Katanga, avec comme Bumbashi, Wantanchi, chef-lieu. Vous allez au centre, Lomela, Tchumbe, Katako, Lodja, Lusambo, puis Lubefu, chez Papa Wemba. C'est ça le Congo. Le Congo est beau, il faut arriver là-bas, il faut visiter partout, partout. Au lieu de nous entredéchirer, épargnez-nous de tout ça. Mutualisons nos efforts. Parce que des énergies des uns et du génie des autres, on peut bâtir ces pays. Et je ne dis pas tout de suite arriver à être comme les États-Unis, mais nous pourrions étonner le monde. Et c'est possible par le travail. Merci beaucoup. En tout cas, je pense qu'avec vos exemples à vous, nous avons compris, les téléspectateurs ont compris que le Congo, en tout cas, doit devenir... Nous sommes en plein être des géants. Nous sommes perçus comme des leaders. Allez chez les autres frères africains. J'ai eu aussi le bonheur de circuler dans le pays des autres. Merci. Mais à l'interne ici, on se fragilise. Je ne sais pas, comme si c'était devenu un sport. Merci beaucoup. Merci beaucoup. En tout cas, nous devons passer au fond. Comme j'ai annoncé, nous allons aborder deux sujets principaux, notamment le processus électoral où les candidats se préparent déjà à venir déposer leur candidature. Donc normalement, si tout va bien, le 1er septembre, tout sera fait et apparemment ça va se faire en une journée. Selon les informations, ça va se faire en une journée. Est-ce que Matata Ponyo sera là sur place pour déposer sa candidature? Parce qu'au moment où nous parlons, il est à Kindu. Et on signale qu'il est à Kindu pour les vacances parlementaires. Parce que Matata Ponyo était élu, si je ne me trompe pas, comme député national et sénateur. Et les vacances parlementaires, ça se passe
dans les fiefs. Ce n'est pas comme nos députés qui vont aux États-Unis d'Amérique, en France. Non, ça ne se passera pas comme ça, mon frère. Oui. Tout est fonction de ce qu'a prévu la CENI au niveau de ce qu'on appelle le calendrier électoral. Oui. Je ne pense pas que ça va se passer en une seule journée. Non, on reçoit tout le monde. Non, j'ai dit j'espère. On suit ce qu'a prévu le calendrier électoral publié depuis le 26 novembre 2022. On suivra parce que là, il a été accordé 5 jours depuis le 23 dernier aux candidats potentiels pour la députation provinciale à venir là, déposer leurs différents dossiers. C'est ce qui se fait dans les 171 BRTC ouverts à travers le territoire national. Exactement. Et puis lorsque ça va se terminer, dans les 5 jours vont se terminer, on ira petit à petit jusqu'à atteindre le 1er septembre. Ce n'est pas dubitatif, c'est vraiment le 1er septembre que devra s'ouvrir les dépôts des candidatures pour la présidentielle. Mais ça va rentrer en vigueur le 9, c'est ce que prévoit le calendrier électoral, le 9 septembre, c'est alors que l'on commencera à recevoir les uns les autres. Et pour la présidentielle, les différents candidats, je crois que si nous en sommes à 6 ou 7 déjà qui se sont déclarés publiquement, ils vont venir le faire au niveau du siège. Le premier. Le premier, on convoque l'électorat. C'est le premier. Le 1er septembre, on convoque l'électorat. Comme pour dire que nous allons ouvrir nos BRTC pour recevoir vos différents dossiers. Et le même jour, on peut déposer. Certains peuvent déposer s'ils sont prêts. Oui, les BRTC ils sont ouverts. C'est ça, s'ils sont prêts. Justement. Mais le problème chez nous, généralement... on attend les derniers jours. Malheureusement. Alors qu'il faut déposer le premier. En même temps, ils exigent le respect du délai constitutionnel. Parce que celui qui est déjà candidat potentiel pour X ou Y compétition électorale, je crois que lorsqu'on a publié le calendrier, vous devez déjà tout apprêter pour que vous soyez à même de pouvoir déposer à temps. Mais malheureusement, chez nous, les gens attendent les derniers jours. Et c'est ce qui arrive même maintenant là. Nous en parlons, mais on leur a accordé encore 5 jours. Merci beaucoup. Chers téléspectateurs, s'il vous plaît, n'appelez pas. Le numéro que vous avez là, c'est pour écrire le message, ou soit vous attendez après l'émission. Si vous voulez appeler, ne nous appelez pas, nous sommes en direct. J'insiste parce que depuis que les téléphones sonnaient, je ne sais même pas comment faire. Armand Moukoulou est également là, en retard. Armand Moukoulou. Bien qu'en grand retard. En retard. Qu'est-ce qui se passe, Armand Moukoulou? Bon, la route était j'ai connu vraiment des embouteillages terribles en cours de route. Sous Félix Tshisekedi. Bon, il faudrait signaler ici que, vous savez, à Kinshasa, on n'a pas tellement de bonnes routes. Hein. C'est ce que j'ai dit. Vous êtes de l'Union sacrée. C'est quand même un effort. Mais d'une manière générale, à Kinshasa, nous n'avons plus de routes. Alors il faudrait peut-être commencer à penser comment créer des routes secondaires. Mais en 5 ans, des routes parallèles. Mais en 5 ans, votre régime n'a pas pu faire ce travail. On a vu, vous êtes venu avec des sauts de moutons. C'est le régime de la RDC. S'il vous plaît, je pose les questions. Votre régime n'a pas pu résoudre le problème. Vous êtes venu avec les sauts des moutons. On a fait croire à la population que les sauts des moutons, en tout cas, étaient la solution. La solution pour diminuer les problèmes d'embouteillage. Mais comme vous l'avez dit d'ailleurs, vous-même, vous venez d'être victime. L'émission, c'était à 11h juste, mais vous êtes arrivé à 11h30. 30 minutes de retard à cause des embouteillages. Alors que des millions ont été dépensés pour les sauts des moutons. Vous vous en souvenez? Certains sont même allés en prison à cause des... Je m'en souviens encore du procès 100 jours. Certains sont allés en prison mais gratifiés à la suite. Comme étant ministre. Permettez qu'Armand s'exprime. Bon, il faudrait comprendre que la justice a sa façon de travailler. Hein. Il y a plusieurs pesanteurs qui font partie de la constitution judiciaire. Et donc, la justice ne fonctionne pas selon nos têtes. La justice a son rite. Et donc, moi, je ne peux pas émettre un point de vue contraire par rapport à ce qui a été dit par rapport à ce procès 100 jours. Donc, là, on fait allusion à l'ancien directeur de cabinet du chef de l'État, qui est maintenant membre influent de l'Union sacrée. Oui, il est membre du présidium de l'Union sacrée de la nation. Oui. La justice a été dite et on passe
à autre chose. Mais entre-temps, la République n'a pas récupéré les millions perdus. Où sont passés ces millions perdus? Là, ça dépendra maintenant de notre secteur judiciaire d'apprécier. S'il y aura encore une autre instruction qui sera mise à la disposition des enquêteurs, bon, ça peut peut-être aboutir à quelque chose. Mais si les dossiers ont été totalement clos, oui. Donc là, je crois qu'on doit tourner la page. Alors, merci beaucoup. Nous parlons élection. J'aimerais que vous gardiez la parole avant qu'elle ne tourne. Il y a un processus électoral. Vous êtes de la Convention des Congolais unis, de Lambert Mende. Et chez vous, votre candidat, c'est M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Exact. Et déjà, ce 1er septembre, Eric Izami l'a dit, la CENI ouvre ses portes pour les dépôts de candidatures à l'élection présidentielle. Est-ce que Tshisekedi et presque l'Union sacrée est prête? Pensez-vous gagner les élections? Pensez-vous que votre bilan en 5 ans est positif pour que la population vous accorde une fois de plus le suffrage? Laissez-moi d'abord énumérer quelques routes où on a quand même effectué un grand travail. Allez-y. Sinon les gens risquent de croire auront l'idée que rien n'est fait, on ne fait rien, le régime Tshisekedi ne fait absolument rien. Allez-y. Bien qu'il y ait encore un grand travail effectué, comme je l'ai dit, surtout en commençant ici à Kinshasa, la capitale. Nous avons la 7e rue Limété qui a été réhabilitée. Oui. Bon, il y avait déjà une route qui était construite. On ne peut pas dire que ça a été construite, mais ça a été réhabilité, ce qui est une bonne chose, c'est une bonne pratique en matière infrastructurale. Il y a 12e rue Limété qui n'existait presque plus. Donc c'était vraiment dans un état de délabrement total, où on voyait des crapauds surquilés, des caniveaux bouchés. On essayait des fois de passer à déboucher les caniveaux, mais ça ne tenait plus. Mais aujourd'hui, la 12e rue Limété, asphaltée, bitumée, et les usagers font déjà la route. Nous avons la 15e rue Limété, c'est partiellement déjà à la fin. Oui. Donc ça évolue. Nous avons Libulu Manzengele qui a, à l'époque où on avait vu un Kimbuta, il y a André Kimbuta qui disait que aujourd'hui Libulu Manzengele. Même la route université, moi je suis passé par là, il faut se bétonner partout. Voilà, il faut le dire. Hein. A revêtu sa plus belle robe. Libulu Manzengele aujourd'hui est vraiment construit dans des conditions aussi modernes. Donc on a vraiment réparé ces Libulu Manzengele là. Ça n'existe plus. Nous avons la route Kimwenza, comme vous l'avez tantôt aussi dit. Des lycées qui mouillent jusqu'à Kindele. Aujourd'hui, il y a un passage obligé. Il y a une route asphaltée, bitumée avec des bétons. Nous avons, si vous prenez la route Kimwenza Université, Liolo, là vous pouvez pratiquement faire juste 5 minutes, vous arrivez. Donc il y a quand même une évolution. Or, à l'époque, c'était découpé, c'était enclavé, mais aujourd'hui c'est quand même désenclavé. Nous avons Zamba Telecom, c'est une réalité. Ouais. Voilà, c'est vrai, on n'est pas encore arrivé. Mais vous avez fait quelque chose. Dans 4 ans, donc dans 4 ans, nous allons déjà nous allons déjà acheminer la 5e année. Mais vous voyez quand même, il y a quelque chose qui a été fait. Zamba Telecom, où nous voyons un caniveau à hauteur de plus ou moins 1 km de route. Vous comprenez? À hauteur à 1 km de distance. Donc, en béton alors. Donc, ça veut dire, nous sommes en train d'essayer un peu de travail. À Zongo, 50 ans passés, il n'y avait pas de courant, mais avec Tshisekedi, il y a du courant à Zongo. On venait même d'apprendre à Kikwit. Depuis 2012, à Kikwit, il y avait un sérieux problème du courant. Ce n'est pas le courant alimenté par Bukangalonzo. Non, Kakobola. Par la réhabilitation de Kakobola qui est déjà en cours. Plus ou moins 12 000 tonnes ont été déjà déployées sur terrain. Les matériels sont déjà là. Kakobola en construction. Des turbines déjà alimentées. Aujourd'hui, Kikwit, il y a du courant. À Gungu,
il y a du courant, mais par panneau solaire à 2 quarts de la ville de Gungu. Merci beaucoup. Oui. Alors, à Guémena, il y a aussi un système de panneaux solaires qui prend presque Guémena d'une manière Guémena entière. Non, c'est faux. Non, vous allez parler. Aujourd'hui, vous allez parler. Guémena, vous allez parler non, du mais terme. Jean-Pierre Bemba l'avait dit. Moi, je suis né à Guémena pour Vous allez- représentation, c'est faux. Vous allez parler. Il s'agissait de quoi alors? Vous allez parler. En tout cas, écrivez. C'était quoi? Il s'agissait de Bon, quoi? excusez-moi Quand de Jean-Pierre vous Bemba l'avait Écrivez, vous allez parler. j'avais dit, on avait vu aussi les images. J'ai bien parlé d'un système de panneaux solaires Allez-y. électrifiés. Ça donne du courant à Guémena. Merci beaucoup. Donc, nous sommes en train de travailler. Chuter pour concernant l'élection présidentielle. J'allais seulement demander à la population congolaise de faire foi à la CENI. Parce que vous savez, la question électorale dépend du domaine de la souveraineté nationale. Aujourd'hui, au sein de l'Union sacrée, nous nous préparons sérieusement pour aller aux élections. Au moins, nous, au sein de l'Union sacrée, nous nous préparons pour les élections. C'est vrai, on dira, bon, parce que vous êtes au pouvoir, mais à l'époque, on était ici avec le sénateur Joseph Kabila Kabang, on était au pouvoir, on détenait tout, mais le président Tshisekedi, qui venait de l'opposition, avait remporté les élections au niveau présidentiel. Donc ça veut dire simplement, si nos amis de l'opposition se préparent, supposons qu'ils peuvent aussi nous remplacer. Mais s'ils ne se préparent pas, s'ils sont toujours dans ces sommeils les plus ardents, pensant que parce qu'ils sont à l'opposition, nous allons croiser le bras, nous allons commencer à les regarder. Non. Nous travaillons, nous nous préparons sérieusement pour aller aux élections. C'est la raison pour laquelle vous allez remarquer il y a vraiment de l'engouement terrible dans le chef de fonctionnement des regroupements et partis politiques de l'Union sacrée de la nation. Alors, de l'autre côté, on voit un Martin Fayoulou qu'on prétendait lui accorder cette lourdeur de la responsabilité de l'opposition. On le voit se retirer de la course. Bon, c'est de son droit, on est en politique, on est en démocratie. Moi, je me dis, mais pourquoi Martin Fayoulou s'est retiré de la course électorale? Bon, il a ses propres raisons à lui-même. Il y a Moïse Katumbi, il y a Matata. Je félicite Moïse Katumbi. Matata, je les félicite. Ils sont restés dans la bataille électorale. Nous avons de l'autre côté, il y a l'FCC cache avec les PPRD. Les PPRD qui se victimisent de plus en plus. Les PPRD maintenant dans une politique de la victimisation politique. Vous comprenez? Et donc, ils n'ont même pas envoyé les gens aller se faire enrôler. Oui. Ils ont refusé, ils ont tout refusé catégoriquement. Alors moi, je me dis, si nous avons déjà une opposition qui est totalement divisée, une opposition qui ne conjugue pas un même langage, une opposition qui ne regarde pas sur une même direction. Je vais vous poser une question. L'opposition a toujours été je vais vous poser une question. Est-ce que savez-vous que vous, au sein de l'Union sacrée, vous êtes divisés? Il y a beaucoup de divisions, des cas de division. Non, des frustrations dans un système politique ne manquent jamais. Mais parler d'une division au sein de l'Union sacrée, non, il n'y en a pas. Vous avez l'AFDC, Ateba Tilukwebo et l'UDPS. Dans les entreprises publiques, les mandataires de ces deux plateformes mouvements politiques sont chiens. Là, vous faites allusion à quelle entreprise? S'il vous plaît. C'est moi qui pose les questions. Attendez, vous allez répondre. Sont chats et souris. Je vous donne l'exemple, par exemple, de l'OGFREM. Vous avez les PCA de l'UDPS qui se bat pratiquement avec le DG de l'AFDC de Bahati. Vous allez, par exemple, au niveau des COBIL, où vous avez les membres du conseil d'administration et les ministres de tutelle, des problèmes. Vous, donc, mine de rien, apparemment, vous avez des sérieux problèmes là-bas. Pensez-vous qu'avec ce climat-là, vous irez aux élections et vous allez vous soutenir les uns les autres? Cher Merveille, même si on n'a pas encore eu l'occasion d'être nommé
par ordonnance présidentielle, mais nous avons quand même de l'expérience possible en matière administrative. Nous avons travaillé dans des cabinets ministériels, on a été dans des fonctions aussi importantes dans les institutions de notre pays. Vous savez, on dit l'ordonnance présidentielle a une capacité suprême. L'ordonnance présidentielle en soi, c'est déjà une loi. Vous comprenez? Et donc c'était une sorte de cacophonie, hein, une sorte de cacophonie que moi personnellement j'ai eu à constater dans le chef de fonctionnement de l'excellence, Madame la ministre du portefeuille, Madame Adel Kaïnda, qui j'ai beaucoup de respect. Le président de la République prend une ordonnance. Il nomme par ordonnance présidentielle à la RTNC. C'est-à-dire, les jours qui suivent, il faudrait en réalité que cette ordonnance entre en application. Oui. Donc, l'ordonnance du chef de l'État est d'application avec obéissance dans les heures qui suivent. Donc, dans quelques jours, peut-être pour des dispositions protocolaires ou administratives, que le temps que la présidence, donc le directeur des cabinets chef d'État puisse envoyer la correspondance avec l'ordonnance, et puis ainsi de suite, d'autres procédures suivront. Mais nous avions eu à vivre un événement où, excusez-moi, où on voyait Madame la ministre qui n'aurait pas voulu faire suivre l'applicabilité de cette ordonnance. Il désobéit au chef de l'État. Nous sommes encore loin de l'état des droits. Donc, désobéir... Vous aurez les mêmes temps d'antenne et vous n'en faites pas. Désobéir, c'est votre terme à vous. Ça, je ne sais pas. Mais non, mais parce que la même ministre... pas bon. C'est qui était inacceptable. La même ministre avec le dossier Snell, la même chose. On a comme l'impression que elle est parmi les tout-puissants de ce pays. Non, ça c'est faux. Les tout-puissants n'existaient pas dans un système politique. J'ai dit, on a comme l'impression. Les tout-puissants dans un système politique, c'est la loi, c'est la justice, c'est le peuple. Les tout-puissants n'existent pas dans un système politique. Et donc, tout le monde répond à la loi. Puis, chuter parce que... Donc, ça voulait seulement nous faire voir qu'il y avait une sorte de cacophonie. Mais après... Ils ont été notifiés, je crois, c'est aujourd'hui que va se dérouler la remise et reprise. Parce qu'il faudrait rappeler ici que dans l'ordonnance qui était récemment lue à la RTNC, il n'y avait que l'ancien PCA, Thierry Moussenepo, qui a été reconduit dans ses fonctions. Les membres du comité de gestion et puis d'autres administrateurs ont été à peine nommés. Mis à côté, à peine nommés. Mais c'était par un arrêté ministériel. Il fallait en réalité, selon la loi, que l'ordonnance puisse corriger et puis mettre l'efficacité dans une nomination. Parce que, vous savez, dans les systèmes administratifs de notre pays actuellement, on doit éviter les nominations des entreprises publiques de l'État par des arrêtés. On doit quitter ces stades-là. C'est pour crédibiliser même le fonctionnement dans le domaine même des partenariats, des investissements, et ainsi de suite. Vous savez, il y a des investisseurs quand vous allez même pour un deal, pour un partenariat avec des investisseurs, des grands investisseurs, ou peut-être ils doutent, ils disent non, c'était pas arrêté, non. Peut-être ça peut partir, on peut encore le bousculer qu'on sort. Joseph. Donc, à Kobil, il y avait déjà une solution qui a été prise. Ils ont été notifiés, bien que l'ancien DG est maintenant administrateur. On aurait appris qu'il aurait des affinités avec Madame Adel Kaïna, qu'il aurait, ce qui est encore à vérifier. Oui. Donc, alors, merci beaucoup. À Kobil, aujourd'hui, à Joseph. Reprise. Alors, je n'entre pas dans les fonds parce que je n'ai pas assez de la maîtrise de ce dossier. de ce dossier-là. À l'OCC également, c'est la même chose. Hein. J'ai été contacté là-bas, je vous dis là. Non, mais ça doit cesser. On doit arrêter. C'est turbulence inutile. Les désordres auxquels nous faisons face aujourd'hui dans les institutions et les entreprises publiques de l'État, c'est parce que nous n'avons pas pris l'initiative comme peuple
à mettre au devant de nous et à la tête des institutions des gens compétents et les gens qui respectent les textes. C'est comme ça que moi j'ai toujours conclu pour dire que pour que la RDC fasse un bond de développement, pour que nous sortions de ces désordres et désobéissances à temps et à contre-temps, il faut que le peuple congolais puisse encore une fois s'élever cette fois-là aux élections pour élire non pas des jouisseurs, non pas des amateurs, non pas des gens qui viennent faire stage, mais des gens compétents avec de preuves professionnelles qui attestent, n'est-ce pas, l'expertise, ce qui va nous faire éviter d'office toutes ces blagues que nous voyons à la tête de nos institutions. Et donc, pour répondre à mon frère comment il s'est la CCU, Convention des Congolais Unis, parti de la CCU, disons Union Sacrée. Il est de l'Union. De l'Union Sacrée, qui essayait de peindre un tableau un peu appréciable selon lui, où il plaidait en même temps que les gens puissent donner encore l'occasion au président Félix-Antoine Tshisekedi de diriger le pays pour construire des avenues. Pour construire des avenues, pour réhabiliter les avenues. À lui suivre et parler, il nous rend compte comment est-ce qu'on a réfectionné la 7e rue. C'est comme si la République démocratique du Congo, c'est résumé dans sa grandeur, c'est résumé à une rue, à 2 rues, à 3 rues. Mais qu'est-ce que nous sommes en train de parler? Il y a grand boulot à faire. Et à lui suivre et en parler, encore une fois, vous avez l'impression comme quoi c'est Félix-Antoine Tshisekedi qui est arrivé. Et aussitôt arrivé, il a commencé par bâtir des routes. C'est comme si les régimes passés, on ne construisait rien. Mais par contre, s'il faut poser la question aux chiffres, vous allez comprendre qu'ils sont très loin de la réalisation en termes infrastructurels. Très loin. Je parle ici des kilomètres battus, des kilomètres construites, des routes. Ils sont très loin. Ne parlons même pas du 5 chantiers. Parce que même ces boulevards-là que vous voyez, vous savez, c'est les régimes. C'est le résultat d'une gestion efficiente. Et donc, qu'on arrête de bluffer la population, qu'on arrête de mentir la population et les appeler à nous soutenir pour des minuscules petits projets qu'on réalise ça et là. Ça ne représente rien pour la République. Parlez-nous de la route nationale numéro 1. Parlez-nous de la route Bounia et les autres là-bas. On va comprendre qu'il y a quand même les efforts qui sont fournis dans ce sens-là. Mais nous raconter des histoires de la rue, c'est vraiment très primaire. Et je répète que parler du barrage Kakobola, c'est un ancien barrage qui a été initié à l'époque de Joseph Kabila. Pour dire ensuite un mot sur le processus électoral. Oui. Cher Baïlengue, Merveille et tout le monde qui est en train de nous suivre à cet instant. Le processus électoral a pour vertu de mettre en confiance, non pas seulement le peuple, mais les parties prenantes qui s'engagent à aller aux élections. Vous comprenez? Et donc, le processus électoral, par définition, permet à ce que nous puissions aboutir à des élections crédibles. Si le processus électoral a des couacs, si le processus électoral pose des problèmes de manière à ce que les gens se rétractent pour la non-transparence, mais qu'est-ce que ça peut nous apporter à la suite? Ça veut dire qu'il y a une certaine volonté cachée, abritée quelque part, de nous imposer des résultats, notamment des représentants du peuple qui ne sont vraiment pas les élus du peuple. C'est comme cela que le processus électoral n'est pas transparent. Je vous prends l'exemple de la question sur l'audit du fichier électoral. Oui. Mais c'est Kadima a catégoriquement refusé. Kadima, voilà, veuillez m'excuser. Nanga Kadima, ça. Mais c'est Kadima a catégoriquement refusé. Dès lors que la société civile, l'opposition, les leaders politiques ont demandé qu'il y ait audit du fichier électoral par un cabinet d'expertise qualifié, reconnu. Parce que c'est comme ça que ça fonctionne toujours. Mais M. Denis Kadima a refusé. Contre toute attente, il s'est dit, non mais écoutez, ça va nous retarder le programme. Alors que l'audit du fichier électoral n'a jamais retardé le processus électoral. Ça peut se faire en un mois. Ça peut se faire en un mois, ça peut se faire en 2 semaines, et d'ailleurs en parallèle du processus électoral.
Et donc, qui en parlait. et donc, moi je pose. Selon lui, ça ne dérange jamais pas les calendriers. Ça ne va pas déranger les calendriers parce que quand l'audit du fichier électoral s'est déroulé, ici, vous répondez. Quand l'audit du fichier électoral s'est déroulé, ça n'a pas été mentionné dans le programme électoral qu'a présenté M. Nanga. L'audit n'a pas été mentionné. C'est pour vous dire que l'audit du fichier électoral est une activité parallèle. Ça ne va jamais entraver le déroulement du processus électoral. Et donc, nous revenons pour dire que même à ce jour, on peut toujours faire l'audit du fichier électoral sans pour autant que ça entrave le processus électoral avec calendrier des élections au mois de décembre 2023. Et donc, c'était pour ça que j'étais en train de dire qu'il y a nécessité aujourd'hui de mettre les parties prenantes en confiance que de nous surprendre avec un processus électoral qui, à la finalité, nous imposerait un putsch électoral. C'est quoi un putsch électoral? C'est de nous surprendre avec des candidats qui passeront pour députés, pour président, alors qu'ils ne sont pas votés par les souverains primaires. Et donc, voilà un peu ma vue sur les processus électoraux pour finir. Nous, les LGD et l'opposition, nous ne tombons pas dans le défaitisme. C'est-à-dire, puisque M. Nanga M. Kadima a refusé l'audit du fichier électoral, nous n'irons pas aux élections. Nous autres de l'opposition avons accepté d'aller jusqu'au bout, de prendre l'ennemi par son propre piège. C'est-à-dire que nous sommes dans le processus électoral. En même temps, vous réclamez. Évidemment, nous avons aligné plus de 80% du seuil de représentativité, ce qui revient à dire que nous étions préparés, évidemment, suffisamment pour les élections, afin que nous puissions changer la donne, puisque c'est cela la volonté, le vœu du peuple pour l'instant. Eric. Ah ben, merci beaucoup de la parole. Je sais que vous êtes très bien outillé et j'aimerais vous rassurer que sur ce plateau, je suis journaliste. Sur ce plateau, moi, je ne prends pas position. Je suis tout simplement en train de distribuer la parole. Exactement. Donc, soyez rassurés. Merci soyez rassurés. Vous êtes rassurés? Oui, très rassurés. Merci. Il s'agit des baïlingues quand même. Avancez. Très rassuré. Avancez. Processus électoral. J'aime bien ma petite fonction des journalistes. Oui. Autant pour mon ami Armand Monkoulou que Joseph de LGD, je voudrais vous apaiser et vous dire que, chers amis, nous parlons à notre population et qu'au sein de celle-ci, il y a nos parents, il y a nos enseignants, il y a nos aînés, il y a nos enfants, nos belles familles, etc. etc. Nous devons être sérieux. Nous devons dire la vérité aux uns et aux autres. Et moi, j'aime bien ma fonction de journaliste. Vous deux, vous êtes politique. Écoutez la vérité. La vérité, je l'avais donnée ici. J'avais dit, la vérité est ce qui est, à ce que l'on préférerait qu'il fût. Tout part de ce que notre pays a comme classe politique. Vous savez, la CENI, jusqu'à ce stade, n'est pas blâmable. Parce qu'en réalité, vous évoquez cette histoire de révision du fichier électoral. On a mis dans la tête de la population comme quoi que s'il n'y a pas, je ne sais pas, il n'y a pas une seule exigence légale en République démocratique du Congo qui impose à la Commission électorale nationale indépendante d'aller faire l'audit du fichier électoral. Retenez que, je veux même vérifier de partout où vous êtes, l'audit du fichier électoral participe à ce que l'on appelle les bonnes pratiques. Oui. On a commencé ça en 2006 avec feu Abbé Malou Malou, en 2011 avec le pasteur Mouloula, et en 2018 avec Nanga qui est venu parachever, s'il vous plaît, vous avez parlé ici, on vous a écouté. Nanga qui est venu parachever le mandat de Malou Malou parce qu'il était mort le 30 juin 2016, et puis après il n'y avait pas de président, on ne pouvait pas laisser l'institution acéphale. Voilà pourquoi on a recherché à avoir un autre président, et Corneille Nanga est venu jusqu'à parachever. Nous sommes allés aux élections à la fin du mois de décembre 2018, nous avions eu les institutions que nous avons aujourd'hui. Tout est fonction de ce qui a été prévu au niveau du calendrier électoral. Mais voyez-vous, tout a commencé par le choix des différents animateurs de l'actuelle CENI. Les acteurs politiques que vous êtes, vous avez mis beaucoup trop de temps, 28 mois jour pour jour, pour vous choisir les uns et les autres, ceux qui veulent vous représenter. Jusqu'à la fin, ils ne se sont pas mis d'accord. Toujours, parce que, et puis, il faut quand même dire à la population que l'unanimité absolue n'existe pas. Même notre Seigneur Jésus-Christ, qui est dans ma foi chrétienne, qui est Dieu, il y a eu des gens qui lui ont traité de Belzéboul. Ça existe.
Donc si tu veux vraiment avoir une CENI qui mettra tout le monde X temps vers 0, d'accord, ça ne viendra jamais. Ici, nous demandons à la CENI de nous produire rien que des élections crédibles, démocratiques, libres, inclusives, transparentes et surtout dans la paix. Mais pour ça, il faudrait que chacun des acteurs accepte à venir compétir pour participer à cette création de paix. Toi et moi, quand nous avions commencé ces boulots, tout de suite, on ne nous avait pas donné le crédit qu'il faut. C'est chemin faisant, petit à petit. Aujourd'hui, lorsque Baïlengue a tweeté, lorsque Baïlengue a écrit, lorsque Baïlengue a dit, on dit, ah non, c'est un journaliste, c'est sérieux. Il vit de ces boulots-là. Il ne peut pas raconter sa vie. Quand il a écrit, c'est-à-dire qu'il a d'abord, au préalable, vérifié. C'est cela. Allons-y aux élections, je suis d'accord. Mais vous savez, le mal de chez nous, c'est qu'on fait croire aux gens que les élections seules suffisent pour bâtir un pays. Non, les élections, oui, c'était un chapitre important pour créer la légitimité, et puis on va poursuivre. Mais on bâtit un pays par le travail. Mon ami Armand Moukoulo a parlé de 7e rue, 8e rue, 12e rue. Ce n'est pas mauvais. Je salue ça de deux mains. Félicitations par rapport à ce que vous avez fait. Mais nous sommes perçus comme des leaders. Qu'avons-nous fait pour, ne serait-ce qu'interconnecter nos différentes provinces? J'avais cité les différentes provinces ici, le 26. Nous serions heureux de nous entraider pour que nous arrivions à bâtir des routes qui nous permettraient de quitter Kinshasa, aller à Mbandaka prendre du poisson, et de Mbandaka prendre un train, aller à Goma prendre des pommes de terre, de Goma. C'est ça l'ambition. Et nous avions été prévenus, nous tous, toutes tendances confondues. Henri Morton Stanley, 7 siècles avant, il avait dit, sans le chemin de fer, le Congo ne vaudra pas un franc congolais. Qu'avons-nous fait 63 ans après? Moi, je ne voudrais pas rentrer dans le président Tshisekedi, le président Kabila, le président Mobutu, le président Ceci. Ça sera s'entre-déchirer. Et c'est ce qui nous tue, malheureusement. Et le voisin belliqueux, le voisin envieux, le voisin qui a des malveillances sur nous, profite justement de nos différentes divisions pour nous faire des problèmes et nous diviser davantage. Cette histoire de l'audit que vous exigez tellement, il y avait un temps de 5 ou 6 jours prévu dans l'actuel calendrier électoral pour l'audit consacré à ça. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Si en 2006, en 2011, en 2018, c'était l'OIF qui avait fait cet audit-là, malheureusement, pour cette fois-ci, l'OIF en question de sainteté avec la RDC, parce qu'elle est pilotée par une certaine Mouchikuya, une Rwandaise. Voilà. Et ces gens-là n'ont pas de bonnes pensées sur notre population. Du coup, ça leur permettre de venir, ça créerait peut-être des ennuis après. Parce qu'il y a eu clameur publique des gens qui sont au niveau de la société civile. On dit non, leur permettre d'entrer dans notre fichier électoral, ils pourront y déposer, je ne sais pas. Ils ont toujours de mauvaises pensées contre la RDC. Les Rwandais pourront y déposer quelque chose. La CENI a accepté d'appeler les autres experts qui sont venus et qui ont fait le boulot. Mais moi, je pose une question. Ici, dans notre plateau, que chacun fasse un petit audit à son niveau. Chez toi, est-ce que madame n'a pas de carte? Tout le monde. Frères et sœurs, est-ce qu'ils n'ont pas... Etc. Nous devons... Vous savez, même... Je ne dis pas que je cautionne. Hein, même aux États-Unis, les élections ne sont pas non plus aussi de manière absolue comme l'on aurait voulu. Mais ici, vous acceptez quand même qu'il y a beaucoup de couacs. Des couacs, il y en a. Beaucoup, je ne peux pas nier qu'il y ait des couacs. Mais chemin faisant, on y a apporté aussi des solutions. Mais vous admettez que jusqu'au moment où nous parlons, par exemple, on nous parle des duplicata pendant que nous avons encore nos cartes. Non. Vous pouvez mettre votre carte d'électeur ici. Même à l'aéroport, moi et vous sommes allés en voyage ensemble. Nos cartes d'électeurs n'étaient même plus acceptées par les agents de l'ordre parce que les noms étaient effacés. Justement, tu ne dis pas faux. Je suis devant le Congolais ici. Je prends ici le cas de ma mère. Je suis devant ma mère. Je ne peux pas tromper. Je te dis la vérité qu'il y a eu des cas comme ça. Ça existe. Je ne peux pas nier. Mais, vous savez, dans une élection ou dans un processus électoral, tu ne vas pas créer une autre population pour venir travailler à notre place. Dans un processus électoral, pour moi, c'est le moment probant pour voir la manière dont un État fonctionne. Et chacun devra jouer sa partition. Quand on a besoin de lois, combien de temps nos élus du peuple ont pris pour voter les lois liées aux élections? In fine, ils ont fait ça vers la télophase, vers la fin des clôtures, des sessions. Ça ne va pas. Lorsqu'on a besoin d'argent, on va au gouvernement. La CENI est restée pendant de longs mois ici sans recevoir un seul rond. Quand on a besoin de la sécurité, on va au ministère de l'Intérieur qui, lui, a la charge de la police, etc. Quand on a besoin de la vérité, vous et moi devions venir dire la vérité aux Congolais. Vous savez, c'est comme ça. On s'entre-déchire. Moi, je n'ai pas vu un seul acteur politique de grandeur nature aller, par exemple, dire à Denis Kadimassé qu'ils ont dit dans nos médias.
Je prends le cas ici le 30 juin pour ne pas prendre beaucoup trop de temps. Denis Kadima Kazadi avait organisé une rencontre au niveau de Fleuve Congo Hotel avec Matata Pogno, le représentant de Moïse Katumbi Chapo, son secrétaire général du parti. Oui. Il y avait Martin Fayoulou Madidi, il y avait Delis Sanga et les autres. Personne d'entre les têtes couronnées que j'ai citées n'a dit à Denis Kadima démission de tes fonctions. On est dans une diabolisation gratuite. Je l'avais dit ici précédemment. Moi, je suis de ceux qui pensent que si nous aimons vraiment le Congo, même ce qu'a évoqué mon ami Armand Monkoulou qui nous a explicité, il nous a éclairé par rapport au dossier qu'il y a au niveau de Kobil. Nous ne devrions pas nommer par exemple des gens qui devraient gérer l'ONATRA venant de l'UDPS ou venant de l'Envol, venant de ceci ou de cela, non. Malheureusement, c'est ce qui se passe. Non, je suis on vous dit, il faut récompenser tel journaliste, il faut récompenser tel. Donner la promotion à ceux qui sont capables de pouvoir nous amener le salut. En définitive, le peuple congolais ne demande que deux choses et puis nous pensons à la troisième chose. Les deux choses que demande le Congolais, c'est quoi? C'est d'un côté la paix et avec la paix, nous allons créer notre pain. Et quand nous avons bien mangé, nous allons penser au progrès. Si tu veux voir si ta maison est belle, va visiter chez les voisins. Moi, j'ai eu la chance, par exemple, de visiter la ville d'Abidjan. Non, mais nous, on ne construit pas. Alors que Dieu nous posera la question. Je vais le dire ici dans ma langue maternelle, le lingala. Et pas n'importe toi, on a Kinshasa, par exemple. Toi, on a Kinsuka et Botaka Mabanga tous les jours. Mais tout ça, on là. Dieu va nous demander des comptes. Vous connaissez la théorie des talents? Il y avait un patron qui avait donné à ses serviteurs des talents, 2 talents, 3 talents, 4 talents. Celui qui n'avait reçu qu'un seul talent est allé enfouir le talent sous terre. Oui. Les autres ont fructifié. Lorsque le patron est venu, il a gratifié les jeunes. Ça sera ça avec nous. C'est-à-dire, notre ambition devrait être grandiose. Nous ne devons pas. J'ai salué encore une fois, parce qu'on dira non, il ne l'a pas dit. J'ai salué, on a fait Elengue, on a fait ceci. Mais Matata... Ici, quand on attendait le pape, s'il vous plaît, je veux parler quand même de ma commune, Barumbu. Quand nous attendions le pape François, l'argent était sorti pour réfectionner toutes les avenues qui conduisent vers l'espace où devrait avoir lieu la messe. Bokassa, Bakongo, Kassai, Belgica, Galacidamo, Flambeau, jusqu'à Kabinda même. Tout ça. Mais quand vous allez là-bas sur Kabinda, malheureusement, rien n'a été fait. L'argent... J'ai salué encore de deux mains. Hein? Merci des efforts fournis parce que non, ils nous ont prouvé, notamment pour le jeu de la francophonie ici. Bravo au gouvernement pour ce que vous avez fait. Parce que là, nous avions eu quand même des infrastructures. Ça veut dire que si on était en train de nous mutualiser, plutôt que de nous entredéchirer comme je le vois souvent dans nos plateaux de télévision, je crois que quelque chose pouvait sortir déjà. On n'a pas de route. Et puis quand on n'a pas de route, cher Armand Monkoulou, on prend des dispositions. On sait qu'on a une émission à 11h. On se dépêche déjà à 9h pour attendre. Et puis, bientôt là, nos enfants vont aller à l'école. Si nous n'envoyons pas nos enfants à l'école, ça sera la catastrophe. Victor Hugo disait, quand on ouvre une école, c'est une prison que l'on ferme. Exactement. Misérable 1, 2, 3, là où il y a Cosette et tout ça. Lisez le Victor Hugo. Donc merci nous devons beaucoup. Participer à la construction de ces pays. Vous aurez remarqué que je ne suis ni pour les uns, ni pour les autres. Je ne suis là que pour le Congo. Et alors, pour bâtir ces pays, nous devons un peu, même à 1%, se faire mutuellement confiance. Ne nous entredéchirons pas. Moi, je suis sûr que si, par exemple, le président Tshisekedi se décide aujourd'hui, Matata sport dans les finances, je le prends au nom du Congo. Ici, je prends X là-bas, Delis Sanga, je prends Y. On peut étonner les gens plutôt que de nous entredéchirer. Ça nous amène. Et puis les gens vont mourir quand viendra le moment de faire des marches ici et tout ça. Non, inutilement. Alors, avançons, merci beaucoup. Avançons, Armand. Les processus, c'est bon. Moi, je salue ce qui est fait par la CENI, même si je leur exige de pouvoir nous conduire à des élections véritablement libres, démocratiques. Nous devons y travailler, inclusif et tout ça. Armand Monkoulou, au nom de l'inclusivité, je vous pose une question directe, vous en tant que membre de l'Union Sacrée. Au nom de l'inclusivité, ne pensez-vous pas que les régimes, je mets les régimes, vous comprenez le langage politique que je suis en train d'utiliser. Il faut comprendre. Les régimes Tshisekedi ne devraient pas faciliter les choses, surtout pour les opposants, parce qu'on a comme l'impression que c'est à quelques mois des élections que tous les dossiers sur les opposants se sont ressurgissent. Réveillés, ressurgissent, comme il a dit en bon français. Vous avez Matata. J'ai même vu M. Thierry Monsenepo sur un plateau de télévision, je le cite.
parler de Moïse Katumbi avec les dossiers des mercenaires, si je ne me trompe pas. Donc vous avez l'impression que dans les bouches des communicateurs de l'Union sacrée maintenant, ce sont des révélations dans le but de charger l'opposition, et comme par hasard, la justice se réfère à ce qui est dit par les communicateurs de l'Union sacrée, à ce qui est dit sur les réseaux sociaux pour les arrêter. Vous avez les cas de Salomon. Avant que Salomon ne soit arrêté, ça s'annonçait sur les réseaux sociaux. Nous tous, on en parlait. Salomon sera arrêté, on veut l'arrêter. Boum, il est arrêté. Matata Pogno, on l'a dit, il sera arrêté et tout et tout. Aujourd'hui, on prend même la télévision nationale. On met à la disposition des Matata. Alors que Kaboun lui-même a sollicité la télévision nationale, on a refusé de donner à Kaboun. Quand ça arrange les régimes, on met la télévision nationale à la disposition de la justice. Quand ça n'arrange pas les régimes, on refuse. Bon, vous avez la parole. Vous avez 5 minutes pour en parler, et puis les autres auront les mêmes temps d'antenne et nous allons Est-ce que ça sera suffisant? Bon, on va faire avec. Il faudrait d'abord comprendre que un dossier judiciaire peut rebondir à tout moment. Vous voyez? Donc, surtout si les dossiers étaient pendants, à tout moment, ça peut rebondir. Ça dépend du fonctionnement de l'appareil judiciaire, ça dépend des enquêtes effectuées. C'est comme ça que ça se passe partout au monde entier. Vous avez le cas de Donald Trump. Aujourd'hui, Donald Trump est poursuivi pour des faits commis quand il fut président de la République. Mais il fait des chantages. La Constitution les prévoit. Exactement. Non, c'est ce que j'ai dit, leur Constitution. Exactement. Absolument. Il fait des chantages. Tu ne fais rien en dehors de la Constitution. Aujourd'hui, merci. Vous avez compris pourquoi j'ai raconté. Aujourd'hui, il parle de l'acharnement contre lui, contre sa personne, parce qu'il revient avec force, ainsi de suite, dans les cas de démocrates. Donc, ça veut dire tout simplement, si nous prenons aussi l'exemple de Ousmane Sonko ici à Sénégal. Ousmane Sonko, aujourd'hui, est en train d'être poursuivi pour des faits commis à l'époque. Vous voyez? Non, un cas de violence comme ça, il y a une fille là qui est vraiment déterminée pour l'amener jusqu'au bout. Mais il dit quoi? Il dit non, c'est l'acharnement parce que je suis puissant, je fais face à ces régimes, ainsi de suite. Aujourd'hui, vous avez Corneille Nangaa qui a tenu des propos, en tout cas mal placés, que la RDC sera en train il n'a pas été républicain du tout. Avec l'FDLR. L'FDLR, que même le Conseil de sécurité des Nations Unies a reconnu que l'FDLR fonctionne avec les Rwandais. Et donc, tout ça, c'est pourquoi la colère? Parce qu'on lui a... La diabolisation. Effectivement. Tout ça, la colère, la diabolisation. Pourquoi? Parce qu'on lui a retiré sa mine de boue. Non, mais vous confirmez. Mais je confirme, c'est ça. Vous ne mettez même pas au conditionnel. Non, mais c'est ça la réalité. Est-ce que vous en avez les preuves? Mais oui, c'est ça la réalité. Papa. On vous récupère une mine, la mine de Bounia, qui vous a été octroyée illégalement. Où vous avez à faire de recettes, vous avez à avoir des bénéfices de plus ou moins 50 millions de dollars américains dans 2 mois. 2 mois, 50 millions, 2 mois, 50 millions, 2 mois, imaginez un peu. Non, on vient, on recadre les choses dans les domaines miniers, on vous récupère ça. On vous dit, bon, revenez maintenant sur la voie normale, sur la voie officielle. Vous voulez brûler les pays. Si vous voulez en avoir, que vous puissiez obtenir des documents légalement comme il faut, que la part qui doit revenir au trésor public entre, et ce que vous pouvez aussi avoir comme investisseur, vous l'obtenez. Il ne veut pas, il prend fuite, il va là où il est maintenant, il commence à crier à l'acharnement, ceci, cela, ainsi de suite. La logique du vous comprenez un peu. Nous allons maintenant pour le cas du sénateur Augustin Matata Pogno. Parce que vous avez fait le contour de tout. Oui, allez-y. J'ai beaucoup de respect envers le sénateur Augustin Matata Pogno parce que c'est une tête bien faite. Hein? Moi, j'ai toujours été rationnel. Moi, je ne suis pas ce genre de communicateurs qui viennent sur des plateaux de télévision pour insulter les autres. Gratuitement. Moi, je ne suis pas dans ces jeux-là. Matata Pogno, sur le plan scientifique, en tout cas, c'est une tête bien faite. C'est quelqu'un qui a aussi fait des œuvres quand il fut Premier ministre, qui sont néanmoins palpables. Mais nous sommes dans le domaine judiciaire.
Si vous allez dans l'article 164 de la Constitution de notre pays, les constituants a cherché à mettre les gens dans une confusion, dans une bouillabaisse. C'est ça les constituants congolais. Les constituants nous mettent dans une bouillabaisse. Les constituants nous disent, je peux avoir ça, je peux avoir l'article là, si je peux le lire. Évoluer d'abord en attendant pour ne pas perdre l'état. Pour ne pas perdre l'état. Okay. Si je peux en avoir. Non, attendez, je vais quand même lire à notre intention. Non, mais il va... Vous voulez que je lise pour vous? L'article 164. L'article 164 de la Constitution congolaise dit ceci. La Cour constitutionnelle est le juge pénal. Et le juge pénal. Du président de la République. Okay. Et du Premier ministre pour des infractions politiques de haute trahison, d'outrage au Parlement, d'atteinte à l'honneur ou à la probité ainsi que pour les délits d'initiés, et pour les autres infractions de droit commun commises dans l'exercice et à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions. Voilà. Interprétation. Dans l'exercice. Oui. Dans l'exercice. Oui. Donc, quand il est Premier ministre. Quand il est en fonction. Voilà. À l'occasion. Donc, il n'est plus Premier ministre. Ah, à l'occasion, ça veut dire qu'il est... Il fallait suivre les passés à Nuzolo Bambi. Ça, c'est... Non. Non, mais je vous dis. Nuzolo, non, il n'a pas la... Je vous dis. À l'occasion. Donc, à l'occasion signifie... Mais effectivement. Effectivement. Nous parlons français. Ça veut dire, nous ne sommes pas dans un système totalitaire. Nous ne sommes pas dans un pays où on peut avoir quelqu'un qui n'a pas son juge naturel. C'est impossible. Donc à sinon, nous sommes dans un pays sans loi. Donc à l'occasion, pour vous, signifie pendant qu'il était Premier ministre. Exactement. Nous sommes là maintenant dans le domaine de la cristallisation des faits. Vous savez, un jour, j'étais en train de lire l'ouvrage du professeur Niabirou. C'est l'avocat c'est son avocat. Oui. C'est l'avocat du sénateur Augustin Matata. Exactement. Il dit ceci dans l'ouvrage La cristallisation du droit congolais. Oui. Il dit, dans la cristallisation, c'est la commission des faits qui réagit. Dans la commission des faits. La commission des infractions. En fait, là, on ne voit pas quand la personne quitte, on les laisse. Non. Vous pouvez quitter dans vos fonctions, vous n'êtes plus en fonction, vous quittez, vous partez. Mais comme nous sommes dans un pays qui s'avère être réellement un état de droit, on ne peut pas vivre dans un pays sans loi. Ça veut dire, on va vous poursuivre pour des faits commis lorsque vous étiez en fonction. J'ai une question pour vous. Mais il faudrait maintenant ici préciser que... Je vous relance. Il y a un expert en droit qui ne refuse pas les principes de cristallisation des faits. Il dit ceci. Concernant notre constitution à nous, la cristallisation des faits, c'est fait en amont et non en aval. C'est-à-dire que quand la Cour constitutionnelle se prononce, c'est sans appel. Il fallait que la Cour constitutionnelle pense à la cristallisation des faits pendant qu'elle s'est prononcée sur le dossier Bukangalonzo à l'époque. Les professeurs Dieudonné Kalouba était président et l'actuel était membre de la... Je vais perdre mon fil d'idée. Est-ce que je peux vous pouvez répondre alors, par rapport à la question. Il faudrait maintenant ici préciser que, à l'époque, lorsque les immunités du sénateur Augustin Matata Pogno ont été levées au niveau du Sénat, par les bureaux du Sénat statuant en la matière, parce que lorsque le Sénat est en vacances parlementaires, c'est les bureaux qui statuent en la matière. C'était après avoir reçu le réquisitoire venant du procureur général pour la Cour constitutionnelle, cette fois-là pour la deuxième fois. Le bureau du Sénat a saisi en la matière, a statué sur cette affaire et ces immunités ont été levées à cette époque. Il n'était pas encore candidat président de la République. Ça, il faut le préciser. Même jusqu'à maintenant, il ne l'est pas encore. Il s'est déclaré, mais il n'a pas encore déposé. Là, même dans cette époque-là, il ne s'était même pas déclaré candidat président de la République à cette époque. C'est seulement après, comme nous savons la politique, comme ça se passe,
bon, son laboratoire, certainement, aurait travaillé pour couvrir maintenant cet événement. Or, on nous dit ici, on les poursuit maintenant pour Bukanga Lonzo, mais à cette époque-là, c'était pour les dossiers liés à la zarianisation. Mais on ne peut pas empêcher au juge, on ne peut pas empêcher au juge naturel d'un premier ministre ou d'un ancien premier ministre. Juge naturel. On ne peut pas empêcher à son juge pénal de les poursuivre pour d'autres faits commis en dehors des faits qui lui ont été reprochés. C'est-à-dire on ne peut pas limiter le fonctionnement du juge pénal, du premier ministre en fait, ou d'un ancien premier ministre qui est sénateur, mais dont les immunités ont été levées. Merci beaucoup. La parole. Donc cela ne pouvait pas empêcher au procureur général pour la Cour constitutionnelle d'aller encore fouiller vers le dossier Bukanga Lonzo. Merci beaucoup. Et donc ça veut dire tout simplement que vous allez voir même le sénateur Augustin Matata Ponyo aujourd'hui, eux aussi, dans une sorte de chantage, de victimisation. Merci beaucoup. Joseph, très vite, vous réagissez. Et c'est presque partout comme ça. Eric va réagir et puis on désannonce. Je vais réagir aux propos de mon frère Armand Moncoul. Armand, qui évoque ces élucubrations, je l'appelle ainsi, puisque ça n'a aucun soubassement du point de vue constitutionnel. Je crois qu'il a le droit de réfléchir peut-être à haute voix sur les questions de droit et surtout sur l'affaire Matata Ponyo. Je crois que la levée des immunités... Je n'ai pas répondu sur la CENI. Hein. La levée des immunités... le temps. La levée des immunités d'un sénateur, tout est prévu dans les règlements et fonctionnements du Sénat. On n'élève pas les immunités d'un sénateur pour un dossier afin qu'on le juge encore pour un autre dossier dans la même levée des immunités. C'est-à-dire que quand on vient lever vos immunités pour le dossier X, une fois que cette affaire est close, automatiquement, les sénateurs recouvrent ces immunités. Et la deuxième fois, il vous faut encore le réquisitoire pour venir demander à ce qu'on lève encore ces immunités pour aller se représenter devant la justice. Ce qui n'a pas été fait. Et comment ça s'est passé, je vais vous relater. Le procureur a demandé la levée des immunités de M. Matata au Sénat. Les sénateurs ont refusé. Pour la première fois, pour la deuxième fois. Et l'Assemblée plénière du Sénat est l'organe suprême de délibération. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Ces gens, en complicité avec le président du Sénat, qui aujourd'hui n'est pas de bonne augure avec le président Matata, va s'organiser, avec le bureau, au moment où les sénateurs vont en vacances parlementaires pour essayer de livrer et de lever les immunités de Matata. C'est comme ça que ça s'est déroulé. Mais cependant, dans le dossier des biens aérianisés, le dossier a été clos. Matata n'a pas été coupable et du coup, Matata a recouvert ses immunités. Mais puisqu'il y a violation intentionnelle de la Constitution, le procureur s'est lancé dans un autre dossier. Vous comprenez? Et c'est comme cela que jusqu'à ce qu'on aboutisse à une décision de la Cour constitutionnelle se déclarant incompétente, mais aussi des décisions de la Cour de cassation. Ça veut dire que c'était vraiment de l'entorse face aux écritures, face aux textes qui nous régissent, notamment la Constitution. Je vais encore ajouter une autre chose. Ce n'est pas parce que M. Matata est devant la Cour qu'il se proclame candidat. C'est le peuple qui a demandé à ce que M. Matata soit candidat. Et s'entend maintenant que nous avons à côté de nous la compétence face à l'incompétence, nous avons face à nous l'expérience face à l'amateurisme, parce qu'aujourd'hui, sur le plan économique, nous avons régressé pour retomber dans la case des pays pauvres très endettés, ce qui n'était pas le cas hier. Et du coup, on se met à chercher à créer des histoires, à fomenter, à fabriquer, pour juste porter atteinte aux ambitions de celui qui peut aujourd'hui représenter valablement les Congolais. Et donc, merci beaucoup pour dire que ce pays, pour que nous puissions faire un bond de développement, pour que nous puissions aller vers les progrès, il y a nécessité que le peuple congolais prenne conscience de mettre à la tête des institutions des gens compétents avec leadership et gouvernance, afin de permettre à ce que Eric Izami, nous puissions désannoncer. Oui, mais la s'il vous plaît. Il y a quelqu'un qui a réfléchi. Non,
quand vous dirigez un pays, avant mon coulou, il faut regarder devant. C'est vrai, de temps en temps, vous pouvez regarder le rétroviseur, mais plus devant, parce que sinon nous allons cogner. Pourquoi je le dis? Il y a quelqu'un qui a réfléchi, j'ai lu ça dans les réseaux sociaux, il dit, maintenant que le régime actuel a des problèmes avec Corneille Nangaa. Corneille Nangaa, dès là où il est parti, si jamais il révélait à l'opinion congolaise que non, la personne qui avait gagné les élections, c'est par exemple Fayoulou. Va-t-on demander à la même Cour constitutionnelle qui s'est réunie de pouvoir revenir et faire qu'il le fasse pour moi, le chef de l'État. C'est un embrière, Nangaa c'est un embrière. Non. C'est un embrière. Le chef de l'État congolais se comporte maintenant comme un politicien opposant. Ils n'ont pas besoin de créer des zizanies à gauche et à droite. Généralement, ce sont les collaborateurs qui sont autour de chefs qui nous créent des zizanies. Nous, on a besoin de bâtir ce pays. Les fous du roi. Et je nous encourage à pouvoir quand même s'accepter. Et je crois que par rapport à ça, par le travail, nous pourrions petit à petit avancer chaque jour d'un pas, plutôt que de toujours tanguer. Il y a toujours des procureurs quand il s'agit de X dossiers, mais il n'y a pas toujours de procureurs quand il y a par exemple l'affaire des routes que j'ai évoquées. Quand il y a rame, quand il y a les genoux, quand il y a les genoux, il n'y a pas de procureur. S'il vous plaît, c'est une précision de taille. Je voudrais préciser ici que, parce que mon ami est revenu sur l'arrêt, bon, appelons ça comme ça, l'arrêt Kalouba. Non, ce n'est pas l'arrêt Kalouba, c'est l'arrêt de la Cour constitutionnelle. Attendez, dont vous n'avez pas autorisation de choses rappeler que vous n'avez pas le droit de choses l'arrêt de la Cour constitutionnelle. Mais c'est grave ça. Comme erreur majeure. Vous n'avez pas le droit de... Voilà, c'était par Kamoulette. S'il vous plaît. Vous n'avez pas le droit de chosifier l'arrêt. C'était une erreur matérielle. S'il vous plaît. C'était Opinion Croisée. Merci de l'avoir suivi. Vous avez compris qu'ils ne sont pas obligés de partager les mêmes opinions. C'est même l'essence de cette émission que je vous recommande de leur suivre en rediffusion ce soir à 21h30 sur Perfect Télévision, mais en boucle sur notre chaîne partenaire Nyota Télévision, mais à 16h également sur la chaîne YouTube Peter Tiani RDC Télévision. Pour les extraits coupés, partagés, merci à mes invités. Allez, je vous retrouve le mardi. Mais entre-temps, à 17h, nous aurons un nouveau numéro de votre émission L'invité de Hearing. Allez, au revoir.